Et puisque vous avez ouvert la porte pour Danny, dans tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, donc son dernier livre, qui est pour moi une sorte de guide destiné à l'immigré. Il y a beaucoup de choses. Vous dressez pour Mongo, Danny, le portrait d'un Québec que vous avez autopsié vraiment. Il y a les codes, le langage amoureux, le Nord et le Sud, le rapport entre le Nord et le Sud. Vous écrivez: le Québec, j'en parle du dedans aujourd'hui, la glace circule dans mes veines. Bon, ça c'est le côté poétique. Mais c'est vrai c'est Québec. physique. Ah non. C'est poétique si on n'a pas vécu 40 ans dans un autre pays. Ouais. Le métabolisme a changé. Nous sommes très peu à avoir vécu 40 ans hors de la terre natale. C'est-à-dire que depuis 40 ans, j'ai pas vécu 2 mois de suite à Port-au-Prince, dans ma ville natale. L'homme est un arbre qui marche. Mais il se souvient de ses racines. Ouais. C'est très important. C'est quelque chose d'absolument, je dis que c'est les gens du Sud qui ont cette possibilité-là. Et le Nord a envoyé beaucoup de touristes qui passent 15 jours, 1 mois, ou peut-être plus si ce sont des missionnaires, mais le Sud envoie par milliers, par millions des gens qui passent 30, 40, 50 ans. C'est ça la différence fondamentale entre le Nord et le Sud. D'ailleurs, dans ce livre, et qui deviennent ouvriers naturellement. Mongo arrive d'Afrique, vous le croisez, il vient d'arriver. Alors, vous lui expliquez ce qu'est le Québec. Mais là-dedans, vous faites des tas de constats. L'immigration, dites-vous, est une chance pour l'immigré, mais aussi pour la société dans laquelle il s'installe. Et ça, c'est une chose qu'on a trop tendance à oublier. Et quand on voit des pancartes au-dessus des ponts, comme on en a vu cette semaine, hier, ou c'était hier, je crois qu'on a vu ça. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'il apporte, l'immigré, à la société qu'il reçoit? Mais d'abord, pour qu'il apporte vraiment ce qu'il doit apporter, il faut qu'on arrête de dire qu'à Rome, il faut faire comme les Romains. Parce que si on fait comme les Romains, on n'apportera rien de nouveau à Rome. Et d'abord, il faut nous dire de quels Romains il s'agit, parce qu'il y en a plein qui sont en prison, qui ont fait des choses méchantes à Rome, et qui sont Romains. Si c'est eux que je dois imiter, alors j'irai directement en prison. Les Angels, tous ceux qui ne paient pas de taxes, d'impôts, tous ceux qui... Donc, il faut vraiment... Et ce que j'ai dit, c'est que dès que l'étranger arrive, dans n'importe quel groupe, le groupe se resserre, et j'ai dit que l'immigré massivement arrivé a changé complètement la donne, parce qu'il a changé ce que le Québec appelait sa morale, c'est-à-dire le bien et le mal. Tu fais pas de choix. Les frères Dubois faisaient des petites méchancetés. Ça c'est mal, ça c'est bien. Et on a introduit le mot identité. Il est arrivé là, à ce moment-là. Ça c'est nous. Ça c'est différent. C'est une expression différente. On se disait pas quand on était entre nous. On disait ça se fait pas, ça se fait. Mais là, ça c'est nous. Et c'est un changement fondamental dans la société, parce que en disant c'est nous, on globalise. On n'arrive même pas à déterminer qui fait bien, qui fait mal dans notre groupe. On devient un groupe. Et pour moi, l'immigré fait ce premier changement, qui n'est pas positif forcément, parce qu'il pousse le groupe majoritaire à changer complètement d'attitude. D'ailleurs, j'en ai parlé en disant que c'est étrange qu'une majorité comme la majorité québécoise se conduise comme une minorité faible. Et face à la question, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde, que ce soit les instances financières, politiques, parlementaires et autres, on voit massivement des Québécois plus laines que j'appelle des natifs. Et qu'est-ce qu'on entend quand ils parlent? Eh bien, on va disparaître, notre langue est en danger, et tout. Mais vous y croyez pas? J'y crois, mais c'est comme quand je vous dis, écoutez, j'ai un cancer, et puis tu n'arrêtes pas de me dire, j'ai mal à la tête depuis 3 jours. Et moi, je suis en train de vous dire, est-ce qu'il est possible que je trouve du travail? Moi, je crois dans ce pays. Vous êtes en train de me désespérer avec des notions mais ça abstraites. vous a fait, vous parlez de la langue, là, mais ça vous a fait revoir votre approche de la langue française. Parce que vous, en Haïti, la langue française, elle était l'ennemi, finalement, parce que elle était... Pendant un moment, oui. Ouais, idéologiquement, c'est la langue du colonisateur. C'est la langue, je me souviens, à l'école, on nous disait, on nous sanctionnait si on ne parlait pas français. Il fallait pas parler créole, la langue authentique, et notre langue. Ce qui fait que j'étais dans un groupe avant d'arriver à Montréal où l'on défense de la langue créole, et donc c'était le colon. J'arrive à Montréal, on me dit non, pas du tout, c'est la langue du colonisé. Le colon, c'est l'anglais quand même. Et là, je passe quelque temps à Montréal, je vais à Miami, on me dit non, c'est même pas l'anglais, c'est l'espagnol là. Ils sont entrés. Donc on a compris tout de suite que la langue n'était pas le problème, c'est la situation politique. C'est ça la vraie chose. Et il faut... Oui, allez-y, Stéphane. Juste une chose, c'est depuis que t'es immortel, les Québécois veulent plus que tu sois un Québécois. Tu sais, comme avant, t'étais comme un Haïtien qui était chez nous. Mais il me semble que depuis les immortels, nous, on aime ça, les champions, on aime ça, les winners. Puis là,
on a vu ce mouvement-là, là, que là, c'était Dany Laferrière, un Québécois, le premier immortel à l'Académie française. T'as-tu senti ça, là, qu'on t'arrachait, là, qu'on te voulait, que t'es un pur laine maintenant pour nous, là. Et Mungo, dans ce livre, donc, c'est un immigrant qui arrive à Montréal. Et vous lui racontez toutes sortes d'histoires. Ce qu'il va voir, ce qu'il va vivre, ce qu'il ne vivra pas. Quand on lit ce livre, en arrière-plan, il y a toujours cette crainte de l'autre, hein, d'une certaine façon, et cette difficulté aussi d'intégration, entre guillemets, de l'immigrant, qui va passer des moments difficiles pour l'emploi, pour les préjugés, pour le racisme, etc., etc. Vous lui diriez quoi à Mungo ce matin, alors qu'il y a encore cette prise d'otage au Mali? Ben, je dirais à Mungo ce que je lui ai dit dans 300 pages. Je lui dirais, quand vous arrivez dans une nouvelle société, ne vous faites pas d'idées préconçues. Vous savez, quand on arrive dans une nouvelle société, quelle qu'elle soit, il y a un mot qui revient toujours. On dit que la société, les gens sont hypocrites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Ce mot veut dire que vous n'avez pas pénétré l'autre, vous vous êtes fait une idée à propos. Et moi, j'ai pris 40 ans pour passer de l'autre côté et pouvoir renseigner ceux de mon côté, ceux qui sont arrivés un jour comme moi. C'est pas du tout cela. C'est-à-dire, ce n'est pas... L'hypocrisie veut dire, au fait, votre culture ne ressemble pas à la mienne. Si ma culture dit qu'il faut être discret, la vôtre est indiscrète. Si ma culture dit qu'il faut être indiscret, la vôtre est discrète. C'est-à-dire, je m'attendais à ce que vous soyez comme moi, et vous ne l'êtes pas, donc vous trichez. Vous me cachez quelque chose. Et ça prend des années avant de savoir. Même pour le racisme, j'ai entendu des gens dire, oh, vous savez, jamais ils vont vous dire une chose qu'ils vous aiment pas, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, peut-être qu'ils ne vous aiment pas. Alors j'ai dit, écoutez, non, qu'ils vous aiment pas, que les gens, certains, soient racistes ou pas, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. C'est-à-dire, il faut essayer de comprendre les gens dans leur culture avant d'émettre un jugement. On va émettre des jugements sur toi aussi. Et toi aussi, il faut que tu te révèles. Il faut sortir du ghetto. Il faut te présenter à nu. Au fond, ce qu'il appelle l'hypocrisie, c'est la même chose de son côté, c'est que nous ne sommes pas encore nus l'un face à l'autre. Ça prend des années avant que ça arrive. Il faut que ça prend des générations dans le cas de l'immigration, dans le cas des réfugiés. Ça prend des générations, des fois 3, 4 générations. Et surtout quand il y a des situations de ghettoisation, avant d'atteindre la personne, avant de le voir, et de voir que, par exemple, le Québec, mettons, ce n'est pas un bloc. Les gens ne sont pas d'un bloc. D'ailleurs, ils se contestent sans arrêt. Le Québécois est rebelle. Donc, mais il apparaît comme un peuple calme. Il a fait une révolution tranquille. On peut pas être plus calme que cela. Mais au fait, quand on le regarde, jamais peuple, jamais de coup d'État, mais jamais le Parti québécois, c'est un cheval fou. Dès qu'un chef de parti monte dessus, il va tomber. Donc, mais il faut voir ça, ça paraît pas. C'est tout doucement, on voit un peu le mouvement de cette mer tranquille. Ça prend des années et un goût de comprendre. L'amour, c'est vouloir comprendre l'autre. Et parce que si tu comprends et tu restes... De l'immigrant et de la société qui accueille. Les deux. Les deux. Mais naturellement, celui qui vient doit chercher à comprendre la majorité, puisque il y va de sa survie. Il doit savoir. Moi, j'ai dit un peu dans ce livre, j'ai déplacé le débat. Le débat était tout le temps idéologique. C'est un débat sur l'immigration. Vous acceptez ou pas? Certains répondent oui, d'autres répondent non. J'ai dit, mais il est temps peut-être, avec ceux qui sont avec nous, de leur dire quoi faire, de leur dire comment on est, de leur dire c'est quoi. Ça veut dire quoi, par exemple, bon, il y a des Québécois qui l'ont appris en même temps, la clause non obstant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent c'est quoi ça. Ouais. Donc, ça veut dire que ce livre aussi s'adresse à tous les Québécois qui s'étonnent d'abord, de ne pas savoir tant de choses sur eux-mêmes, croyant qu'il suffit d'être né dans un pays pour tout savoir. Non, il faut apprendre. Il ne suffit pas d'être français pour connaître la langue française, ni pour comprendre Sartre. Il faut non seulement apprendre la langue, mais aller à l'université, étudier la philosophie, si vous voulez comprendre Sartre. Rien n'est donné dans cette vie de plus en plus complexe. Ce qui ressort aussi, quand on lit ce livre, entre les lignes, c'est la peur de l'autre dans le contexte
de l'arrivée ou de la peur. Il y a un sondage ce matin, vous l'avez vu, ce sondage. 6 Québécois sur 10 ne sont pas d'accord avec l'arrivée des 25 000 réfugiés d'ici la fin de l'année. Et dans ce 6 dans l'échantillonnage, il y en a un Québécois sur 5 qui dit qu'on doit fermer nos frontières aux réfugiés syriens dans le contexte actuel. Comment vous sentez ça? 4 Québécois sur 5 veulent des réfugiés. 4 Québécois. Mais c'est énorme dans une société. Parce qu'on est dans l'abstrait total. 4 Québécois sur 5. Bravo. Et on est dans un contexte aussi abstrait. Ce que je dirais à Mongo, s'il lit ça, j'ai dit, n'écoute pas ces choses-là. D'ailleurs, les sondages, d'ailleurs, les hommes politiques le disent, ça a une importance quand ça dit la chose qu'on voudrait bien entendre. Et sinon, n'écoute pas, parce que ce sont des êtres de chair et de sang. Et le Québec agit comme les parents dont la fille a épousé quelqu'un qui n'est pas de leur classe ou de leur groupe, jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et ça devient l'enfant adoré de leur famille, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'individu apparaisse. Lorsque l'enfant apparaît, et dit Hugo, jusqu'à ce que l'individu apparaisse, ils apparaissent massivement, ils connaissent des gens. Par exemple, on dit que c'est dans les quartiers pauvres que le racisme fleurit. Mais c'est aussi dans les quartiers pauvres que les Québécois épousent des étrangers. Les riches peuvent bien ne pas être racistes, puisqu'ils les rencontrent jamais. Ils peuvent avoir bonne conscience, bonne morale, tout ce que vous voulez. C'est dans ces quartiers pauvres où les combats se font le plus, mais c'est dans ces quartiers-là aussi où les gens s'épousent. Il y a un Haïtien qui m'a dit, les Québécois ne sont pas de vrais blancs. La preuve, ils épousent des Haïtiens. Donc, ça veut dire que, vous voyez comment on a retourné l'affaire. Ça veut dire que, attendons, ces sondages ne disent rien. Ce sont des questions où on répond avec notre humeur. Mais quand même, je ne savais pas qu'il y avait autant de Québécois qui voulaient des Syriens. Une façon de voir les choses, donc opposer toujours la beauté à ce qui est plus sombre. Mais oui, parce que c'est précisément cela. Si je me mets à pleurer, il faudrait bien quelqu'un d'autre pour venir me consoler. C'est-à-dire les gens, le 1 sur 5 qui voudraient pas d'étrangers qui arrivent, de Syriens dans ce cas-ci, eh bien, il est conforté quand il voit que c'est sa parole qui est répercutée. Si tout le monde n'arrête pas de dire « 1 Québécois sur 5 ne veulent pas de Syriens, 1 Québécois... » Et là, qu'est-ce qu'on fait des 4 sur 5 ? Et moi, je le crois sincèrement. Et d'ailleurs, chaque fois que quelqu'un ne m'aime pas, je l'ai dit dans ce livre, il y a un autre qui m'offre sa porte, qui m'ouvre sa porte. Et cette tendresse annule la violence. Il faut tenir compte de ceux qui nous aiment. En Haïti, il y a un proverbe qui dit « Remè moun ki remè on ». Ça veut dire aime ceux qui t'aiment. C'est beau, c'est simple. Ouais, je voudrais qu'on l'apprenne. Remè, R-E-N-M-E-N, ça veut dire aimer. Moun, ça veut dire être vivant. Moun, personne. Remè moun qui, et puis remè. Remè moun qui, remè ou veut dire vous. Aime ceux qui t'aiment. Et puis là, ça va être très simple. On va le publier sur notre compte Facebook. 4 Québécois sur 5 nous aiment. C'est bon. C'est un livre qui arrive à un moment extraordinaire aussi parce qu'il y a un phénomène de migration très important à l'heure actuelle, en Europe notamment. On a l'impression d'Annie Laferrière qu'il y a une véritable résistance qui s'opère en Occident, en Europe, aux États-Unis, quand on voit la popularité de Donald Trump qui fait des déclarations sur les gens qui immigrent, qui est raciste. On a vu une banderole appliquée d'ailleurs dans la ville de Québec, pas de réfugiés chez nous. Comment vous expliquez cette résistance-là, vous? Oh, vous savez, il faut pas tout le temps faire attention aux choses qui se disent, même si elles sont contre nous. D'ailleurs, c'était mon point de vue en arrivant à Montréal. Et je me suis dit, si je m'occupe de tous ces gens qui ne m'aiment pas, je vais perdre mon temps et je vais me faire brûler par ce racisme amateur. Et j'avais divisé le racisme en deux, une forme sérieuse, le racisme professionnel, où les gens vous empêchent de louer un appartement, vous empêchent de travailler, et les amateurs, qui sont des gens qui ont le droit de vouloir vous dire quelque chose de mal. Si vous êtes noir, ils vous disent sale nègre. Je pense, si vous êtes roux, ils vous disent sale roux. Alors les amateurs ne m'intéressent pas, ils sont nombreux, et leur but, c'est d'épuiser votre énergie. Et si je les avais écoutés, je n'aurais pas écrit aujourd'hui 25 ou 26 livres. Et je ne les aurais pas écrits de cette manière. Et
non plus, j'aurais fait des livres, soit nostalgiques du pays que j'ai quitté, en disant au moins là, je ne subissais pas le racisme, peut-être la dictature, et soit j'aurais fait un livre, je sais pas, pour contester et la vie qui n'est pas bien bonne avec moi. Et je me suis dit, ma vie, il fallait la faire moi-même. Oui. Donc se frayer un chemin dans cette jungle humaine, comme tout le monde.